Merci beaucoup, merci à vous tous d'être venus, puis merci à l'équipe qui organise de m'avoir invitée. Donc, comme l'a dit Nathalie, je suis professeure au Muséum. Et dans ce contexte-là, au Muséum, on a un peu une maxime qui est... alors, la première maxime avait été faite par Bruno David, qui était notre ancien président, et qui disait « émerveiller pour sensibiliser ». Et maintenant, on a une autre maxime qui est « émerveiller pour agir ». Alors, voilà, je vais commencer par vous émerveiller. Il y a des choses que vous connaissez, notamment la baudroie et d'autres poissons des profondeurs. On pourra revenir après dessus. Moi, je suis plutôt une spécialiste de ce qu'on appelle les invertébrés. Alors, je vais vous en mettre un petit peu. Voilà, là, ce sont des crustacés un peu différents des crabes qu'on trouve sur notre littoral, qui sont intéressants parce qu'ils ont des poils avec plein de bactéries. Voilà, d'autres organismes aussi. Bon, c'est beau, quoi. Comment on peut sensibiliser les gens? Eh bien, en montrant la beauté de cette biodiversité. Et puis, je terminerai sur un groupe qui me tient particulièrement à cœur, qui sont les échinodermes. Les échinodermes, vous connaissez les oursins, les étoiles de mer. Là, je vous ai mis des concombres de mer, des holoturies, ici, qui ressemblent à un petit caniche, ou là, en bas. Et puis, le groupe sur lequel je suis une spécialiste dans les échinodermes, ce sont les crinoïdes. Alors c'est bien, on est deux au monde à être spécialistes là-dessus, donc ce qui fait que j'ai du boulot pour les 100 années à venir et que je suis invitée de partout pour identifier ces formes. Je commence donc par l'émerveillement. Je vais poursuivre par quelques petits chiffres en termes de biodiversité pour que vous vous rendiez compte. Alors sur la Terre, il y a à peu près entre 1,7 à 1,8 million d'espèces décrites et reconnues par les scientifiques. Et vous voyez qu'on estime qu'il reste encore 4 à 100 millions d'espèces à décrire. Alors avec la perte de la biodiversité, là c'est un vrai challenge. Et puis ce tableau, ce qui vous montre, eh bien c'est l'énorme méconnaissance qu'on a sur la grande majorité des groupes. Et on voit qu'on est à peu près au point sur les vertébrés et sur les plantes. Et il y a des groupes entiers qui sont, comme les nématodes, qui sont d'actualité. Le nématode du pain, par exemple. Du pain. Ah, c'est mon ordi qui... Ouais, tout à fait, mais c'est pas mon ordi. Et dans le milieu marin, puisque je suis dans le milieu marin, eh bien, on voit qu'en termes d'espèces, on est entre 230 à 275 000 espèces marines décrites et qu'il reste entre 500 000 à plus de 10 millions d'espèces à décrire et on ne compte pas les micro-organismes. Tout ce que je veux faire passer là, c'est notre méconnaissance de ce monde. En 1961, il y a un Américain, un scientifique dont je ne me rappelle plus le nom, qui disait que la surface de la Lune était mieux connue que le fond des océans. Eh bien, en 2026, c'est toujours vrai, je dirais même, la surface de Mars est mieux connue que le fond des océans. Alors, cette biodiversité marine, elle est remarquable. Et comme je vous l'ai dit, elle reste largement à explorer, et ce, depuis les plus grands organismes. On fait des découvertes récemment encore sur ces baleines, jusqu'au plus vieux, le requin du Groenland. Je vous ai parlé tout à l'heure des micro-organismes. On prend 1 litre d'eau de mer. Dans 1 litre d'eau de mer, vous avez 100 millions de protistes, 1 à 10 milliards de bactéries et 10 à 100 milliards de virus. Alors pour tous ceux qui ont un régime végétarien, quand vous buvez la tasse, vous faites une belle entorse à votre régime. Non, là, c'est une plaisanterie, mais globalement, voilà. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on ne connaît que 1%, on ne connaît que 1% de cette diversité des micro-organismes. C'est une vraie boîte noire. Ce qui est aussi d'important, c'est tout ce qu'on appelle les bioconstructeurs. C'est tout ce qui est récif construit par des organismes. Alors, tout le monde connaît les récifs coralliens tropicaux, ce qui est représenté en bas. Ce qu'on connaît moins, ce sont les récifs coralliens d'eau froide. On en a au large du golfe de Gascogne. Tout en haut sont ce qu'on appelle les récifs à Hermel. Les plus spectaculaires en France sont au Mont-Saint-Michel, mais on a aussi des petits récifs à Hermel qui s'installent sur nos littoraux. Et en haut, sur la droite, ce sont des stromatolites qu'on trouve en Australie.
Alors cette biodiversité, elle est aussi importante au niveau des pôles. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les écosystèmes qui sont mis en place, les organismes, eh bien, sont adaptés à ces milieux. Par exemple, les poissons, pour résister à ces eaux très froides, eh bien, ont développé différentes stratégies, comme des molécules antigel, pour éviter que le sang se congèle. Là, ce que je voulais montrer sur cette image-là, c'est que l'impact des icebergs peut atteindre des profondeurs importantes, jusqu'à 500 mètres de profondeur, et que ça va détruire les écosystèmes et que vous allez avoir des faunes pionnières qui vont s'installer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des pôles, eh bien, la biodiversité marine, elle est abondante et exceptionnelle. Et c'est pareil, dans les milieux profonds, on a aussi des écosystèmes très particuliers. Là, je vous ai illustré les sources hydrothermales qui ont été découvertes dans les années 1970, qui sont des écosystèmes vraiment très, très particuliers. On pourra en parler après si vous le voulez, avec des adaptations des organismes qui sont particulières. Ici, c'est ce qu'on appelait le crabe yéti. Et là encore, les poils, c'est pas anodin, hébergent des bactéries qui vont permettre à l'animal de se nourrir. Et puis, je vous ai mis d'autres organismes qu'on va retrouver dans la colonne d'eau et qui sont assez surprenants. Là encore, ici, vous avez une holoturie. Et je vous ai mis, parce que voilà, je suis un peu monomaniaque, je vous ai mis un crinoïde pédonculé qu'on trouve, donc c'est un échinoderme qu'on trouve à 2000 mètres de profondeur. Et que souvent les gens confondent avec des plantes. Il n'y a pas qu'une diversité en termes d'espèces, je vous ai dit qu'il y avait des adaptations, il y a aussi une diversité des comportements. Et à chacune de nos missions, eh bien, on découvre des choses assez particulières. Ici, c'est en Nouvelle-Calédonie, on est à 1000 mètres de fond. Je dis au pilote du ROV, vas-y, prends-le, l'oursin, ça marche doucement. Et regardez le comportement. On a l'impression que cet oursin est monté sur coussin d'air et il va très très vite. Et on a eu beaucoup de mal à l'attraper. Bon, l'attraper parce que pour faire progresser la science, on avait besoin de savoir quelle était cette espèce, et c'est une espèce nouvelle. Par contre, au jour d'aujourd'hui, on est incapable de savoir comment cet oursin se déplace. Pareil, lors d'une de nos campagnes en Antarctique, on a découvert le comportement assez incroyable de ces zoophures, qui sont les prédateurs de ces fonds-là. Et regardez, elles sont capables de paralyser les poissons pour pouvoir se nourrir. Et en fin de compte, on a réalisé que ces holoturies émettaient des toxines qui permettaient aux poissons de le tenir, de le maintenir paralysé. Et l'animal peut après s'atteler à son festin. Au milieu antarctique, vous n'avez pas de gros prédateurs comme on trouve ailleurs. Les prédateurs, ce sont les zoophures, les étoiles de mer, les némertes. Donc, des comportements très divers. Et c'est important de connaître ça, justement, pour s'en inspirer après. Un autre exemple, ici les éponges. Alors, je ne sais pas si vous êtes coutumier du littoral, nos éponges sont des organismes qui vont filtrer les particules en suspension dans l'eau. Eh bien, quand on a beaucoup de nourriture, on a ce qu'on appelle donc des suspensivores, et puis vous allez à grande profondeur. Les éponges, elles se sont adaptées, elles ont pris déjà des formes assez incroyables, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, et elles sont devenues carnivores. C'est-à-dire qu'elles ont développé des structures qui permettent d'attraper les petits organismes qui passent auprès d'elles. Alors cette biodiversité, j'ai fait un très rapide panel, elle est fragile. Elle est en danger, on va le voir, et puis il est important de la préserver, et on verra ensuite pourquoi il est important de la préserver. Tout d'abord parce qu'elle fournit un rôle majeur. Alors elle fournit des services, ce qu'on appelle gracieux, c'est ce que les gens appellent les services écosystémiques, mais bon, on préfère gracieux à l'humanité. Et ces services sont généralement répartis en 4 grandes catégories. On a tout ce qui est approvisionnement, c'est-à-dire ce qui concerne l'alimentation, le transport, les énergies marines renouvelables. On a tous les services de régulation. L'océan, par exemple, les microalgues jouent un rôle dans le climat, par l'apport de la photosynthèse. On a tout ce qui est support et bien sûr bien-être et culture. Donc avec ces 4 éléments-là, on voit que cette biodiversité marine, elle joue un rôle fondamental dans notre vie de tous les jours. Donc comme je vous l'ai dit, la biodiversité est en danger.
Et tous les écosystèmes eh bien, sont fortement impactés par les activités humaines, et c'est ce qu'on appelle le changement global. Et ce changement global eh bien, est décomposé en 6 éléments. Alors le premier, c'est la dynamique démographique humaine. Voilà. Politiquement, c'est pas très correct de dire ça, mais actuellement, on est une espèce qui globalement se développe beaucoup trop et surtout qui ne sait pas gérer la ressource. Et on est la seule espèce en fait à ne pas savoir gérer. Et le fait de cette dynamique démographique humaine, eh bien, ça va entraîner, de par ces activités, la destruction, la détérioration, la fragmentation des habitats. Ça va entraîner. Alors, c'est le terme pour dire les pollutions, utilisation généralisée des intrants chimiques. L'invasion des écosystèmes par des espèces et des gènes étrangers. Je vous ai mis comme exemple la crépidule, mais on a plein d'autres exemples. Le dérèglement climatique et enfin l'érosion de la biodiversité. Voilà ce que c'est que le changement global, la définition telle que les scientifiques la donnent. Et pour essayer de contrer l'impact de ce changement global sur les écosystèmes, il y a plein de solutions. Alors, je ne vais pas toutes les aborder, vous avez tout ce qui est réglementation, les quotas, limiter la pollution, mais il y a tout ce qui concerne, et là on rentre dans notre sujet, le biomimétisme et les solutions fondées sur la nature. Là, je vais m'intéresser qu'au biomimétisme. Les solutions fondées sur la nature, c'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce que le biomimétisme ? En fait, c'est une stratégie d'innovation qui consiste à s'inspirer du vivant. Et ce vivant, ça fait pratiquement 4 milliards d'années qu'il évolue. Donc, il fait des essais, il teste. Et ce qui est vraiment important à savoir, c'est que ça doit se faire dans un contexte d'environnement durable et tout en préservant la ressource. Ça, c'est 2 éléments fondamentaux auxquels le muséum fait très attention. Alors, je vous ai mis Léonard de Vinci parce que du biomimétisme, il y a longtemps qu'on en fait. Je pense que les premiers hommes qui ont vu le bourbier, le bousier pousser sa petite bouse et voir une roue, eh ben, ça a aspiré. Donc, le biomimétisme, on en a toujours fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire, ce que je vous ai dit, dans un contexte d'environnement durable et en préservant la ressource. Excusez-moi. Alors, on va s'inspirer du vivant de différentes façons. On va s'en inspirer par la forme, on va s'en inspirer par la fonction, par les propriétés ou les procédés, ou par les relations. Et par exemple, les gens qui travaillent beaucoup sur le biomimétisme et les fonctions du vivant vont s'inspirer de tout ce qui a trait à la respiration. On reverra plus tard cet exemple-là, le premier, là, avec le petit verre, sur la locomotion. On va voir pas mal d'exemples sur le fait de s'ancrer, de communiquer ou de se protéger. Et puis, ce biomimétisme, eh bien, il se fait à différentes échelles. On va partir des molécules, des gènes, pour aller jusqu'à la biosphère. Et ce qu'on va regarder à ces différentes échelles au vivant, eh bien, on peut le caler, on va avoir différentes échelles où on va pouvoir le transposer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partir des matériaux pour aller jusqu'aux formes d'organisation. Ce biomimétisme, ce n'est pas que de l'innovation de produits. Et de ce fait, avec ce concept-là, eh bien, on va avoir des champs d'application différents. C'est-à-dire qu'on va appliquer dans des domaines qui vont concerner la santé, l'hygiène, la mobilité, le textile et la mode, les explorations spatiales, les villes et territoires, l'habitat, l'énergie, le sport. Et donc là, maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter ces différents champs d'application. Il faut savoir que ces champs d'application au travers du biomimétisme, c'est une bonne façon d'aborder les différentes transitions, et notamment les transitions écologiques. On a des défis aujourd'hui à relever. Grâce au biomimétisme, on va pouvoir en relever un certain nombre. Un premier enjeu, c'est l'enjeu de la santé, et notamment de la chimiodiversité. Le défi actuel, c'est de faire des médicaments de demain dans un contexte d'environnement durable. Alors, il faut savoir que dans le milieu marin,
il y a énormément d'organismes, et je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, à l'UBS, qui vont produire des molécules qui ont des activités intéressantes. Et il faut savoir qu'il y a plus de 30 000 molécules qui ont été extraites de la faune marine et qui présentent des activités comme anticancéreux, antibiotiques, antiviraux, etc. Et le groupe qui présente le plus de ces molécules actives, eh bien, c'est le groupe des éponges, où on voit qu'à elle seule, elle représente plus de 30% de ces produits. Alors, il y a un petit biais, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur les éponges, qu'on a ces chiffres-là. Et a priori, si on travaillait autant sur d'autres groupes, je pense notamment aux acidies, on aurait effectivement là aussi pas mal de molécules. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Voilà, la zidovudine, eh bien, c'est le premier antirétroviral qui a été utilisé pour traiter le sida. Là, on a la spectrine qui permet d'avoir une activité contre les germes qui sont responsables des maladies nosocomiales, qui sont un vrai problème dans les hôpitaux, etc. Et là, je vais vous prendre quelques exemples qui ont un lien avec les recherches qu'on effectue, nous, au muséum. Je vais vous parler des cônes. Alors, les cônes, ce sont des mollusques prédateurs et qui produisent le venin le plus redoutable du monde marin. Et les molécules qui sont extraites du venin de ces cônes s'appellent des conotoxines. Et vous voyez qu'elles ont de nombreuses activités, notamment analgésiques, anticancéreuses, certaines pour traiter l'épilepsie, la maladie de Parkinson, etc. Et parmi celles-ci, eh bien, il y en a deux qui ont déjà été assez loin dans le développement. Et il y en a une qui s'appelle la ziconotide, qui est un puissant antidouleur. En fait, il y a un médicament qui a été mis sur le commerce, qui s'appelle le Prialt, qui est un analgésique, qui est annoncé quand même comme 100 à 1000 fois plus puissant que la morphine. Et l'intérêt qu'il y a, c'est qu'il est très facile à synthétiser et que surtout, il n'y a pas d'addiction. Donc, il y a un super intérêt. Bien sûr, vous allez dire, super, pourquoi on ne l'utilise pas plus ? Il y a quand même un petit souci dans le fait de l'inoculer. Et puis, il y en a un autre, là, une autre molécule qui présente des propriétés très intéressantes pour traiter toutes les maladies diabétiques. Alors, un autre exemple, c'est un crinoïde, là encore un échinoderme pédonculé que j'ai eu la chance de décrire quand j'étais un peu plus jeune. Et on en a beaucoup trouvé, la fois on a beaucoup trouvé. On a donc fait un screening des molécules et là on a trouvé ce qu'on appelle le gymnochrone. Et cette molécule, eh bien, elle s'avère active pour lutter contre la dengue. C'est dengue qui est une maladie virale qui peut être mortelle et qu'on voit beaucoup en milieu tropical. Il me semble qu'il y a eu des cas de dengue déjà qu'on a commencé à trouver du côté de Marseille. Et pour l'instant, eh bien, il y a une absence de prophylaxie. Alors, il y a eu un vaccin qui a été mis au point, qui a été testé en pays tropical et en Amérique du Sud. Alors, il marche très très bien quand vous avez déjà eu la dengue. Il faut dire, parce que quand vous l'avez jamais eu, il est un peu trop puissant. Donc il y a des effets secondaires qui sont pas géniaux. Donc actuellement, eh bien la pharmacopée travaille là-dessus et comme dans beaucoup de cas, ils essayent de mélanger plusieurs molécules. Un autre animal très commun chez nous, qui est un bryozoaire, le Bugula neritine, eh bien, là aussi, on a des molécules qui ont été mises en évidence, qui s'appellent les bryostatines. Il y en a plusieurs. Et parmi elles, eh bien, on a la bryostatine 1, qui augmente la mémoire chez les modèles animaux. Et du coup, eh bien, on pense que c'est un candidat possible pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et actuellement, eh bien, on est en phase 2 de tests cliniques pour le traitement de cette maladie avec cette molécule. Alors là, il y a un vrai problème parce que pour faire 1 gramme de bryostatine, il vous faut 1 tonne de bryozoaires. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas trop puiser dans la ressource. Alors là, on n'est déjà pas bon. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'une fois qu'on a mis en évidence l'activité d'une molécule, pour ne pas puiser dans la ressource, eh bien, on va la synthétiser, cette molécule. Et là, quand on synthétise la bryostatine, eh bien, pas de chance, elle est beaucoup moins efficace que la molécule naturelle.
les scientifiques se sont aperçus que cette activité était due à des bactéries. Et donc, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer d'isoler les bactéries responsables, qui donnent cette activité à la molécule. Et une fois qu'ils ont réussi à les isoler, après, c'est très facile de cultiver ces bactéries. Et globalement, on s'aperçoit que la grande majorité de l'activité de ces molécules dans ces organismes, eh bien, c'est dû à des micro-organismes. Et de plus en plus, eh bien, la pharmacopée s'intéresse aux micro-organismes marins. Alors, des exemples, je pourrais vous en donner des tonnes. Là, j'avais fait un choix un petit peu particulier en relation avec nos travaux. Et puis, là, je ne peux pas m'empêcher... Alors, on est à la limite, c'est de la bio-inspiration, c'est avec le verre l'Arenicola marina et Franck Zal, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu dans votre cycle de conférences, Franck Zal, qui est quelqu'un, voilà, très bien, donc je vais aller très très vite si les gens ont vu. L'intérêt de ce verre, c'est qu'il a une hémoglobine qui est incroyable, qui est extracellulaire, qui a la capacité de lier 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, et puis qui a une taille très réduite. Et du coup, Franck, eh bien, il a pu déjà proposer un certain nombre d'intérêts. Grâce à ce sang, eh bien, on peut conserver les tissus lors de transplantation d'organes. On peut faire de l'oxygénation lors de pathologie ischémique, des pansements oxygénants, etc., etc. Et là aussi, pour ne pas puiser dans la ressource, eh bien, il a mis en place une ferme d'Arenicola du côté de Noirmoutier pour pouvoir, eh bien, suffisamment d'individus pour pouvoir extraire ce sang. Alors, en termes d'enjeux pour la santé, il y a un défi qui est très très important, qu'on trouve beaucoup dans certains pays, mais qui va finir par venir chez nous, c'est-à-dire qu'il faut avoir accès à une eau potable dans un environnement pollué. Et là, pour le coup, on ne va pas faire de la chimie, on va s'intéresser au fanon des baleines qui filtrent. Et donc, c'est un collègue qui s'appelle Gillian Grave, dont la société là, et l'agence Big Bang Project, eh bien, qui a mis au point, avec des collègues, un petit appareil inspiré donc, des fanons. Et ce petit appareil se met sur des bouteilles vides, des bouteilles de coca, parce que dans ces régions-là, on boit beaucoup de coca. Et grâce à ça, eh bien, vous pouvez prendre une eau, vous voyez, pas très ragoûtante. Elle est filtrée et vous avez au bout une eau potable. Alors, pour l'instant, c'est fait en Chine parce que les coûts restent moindres, mais l'UNICEF commande beaucoup de ces petits appareils pour donner accès à l'eau potable dans ces pays-là. On va aussi s'intéresser aux capacités de certains organismes. Ici, les tentacules d'un poulpe qui sont très, très particuliers. Tentacule peut devenir rigide, peut aller dans tous les sens, peut se faufiler. Eh bien, toutes ces propriétés-là ont été retranscrites sur un robot médical et qui sert pour la chirurgie et qui permet d'être beaucoup plus efficace. On a également, je reviens sur mes échinodermes, tous les échinodermes, alors on le voit très bien chez les holothuries, ont la capacité de pouvoir d'avoir un derme qui se contracte et qui se décontracte très rapidement, sans qu'il y ait intervention de muscles. Si vous êtes plongeur ou si vous fréquentez beaucoup les littoraux, quand on touche une holothurie, très très vite, ça devient très dur. Et donc cette propriété-là eh bien, est en cours d'étude pour pouvoir développer d'une part des implants pour mettre dans le cerveau. Donc on a un stimulus externe qui va permettre de... vous avez un petit implant, petit stimulus, et il s'installe comme il faut une fois qu'il est mis dans le cerveau, et ça évite d'une part les risques de rejet et d'avoir trop de dégâts. Et puis on a une réalisation d'aiguilles de perfusion parce que beaucoup de gens sont sensibles aux désagréments que peuvent apporter les aiguilles en métal. Eh bien, si vous mettez une aiguille qui est souple et qui se rigidifie après, eh bien, c'est plus confortable pour le patient. On a vu tout ce qui concernait la santé. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est bioadhésif. Alors, le défi, quel est-il? Eh bien, c'est d'élaborer des adhésifs. On se sert des adhésifs tous les jours, qui soient non toxiques, compostables dans
et qui soit en plus fait dans un contexte d'environnement durable. Les petites récifs à Hermel qu'on a vus tout à l'heure, hein, typiquement quand vous regardez de près, on voit que ce sont des vers qui constituent des tubes avec les éléments qui se trouvent dans le sable. Et bien comment ils font? Ils vont sécréter une colle qui va permettre à ces éléments d'être maintenus. Hein. D'ailleurs, on travaille dessus avec des collègues de l'UBS. Et globalement, tout ça pour obtenir un adhésif qui soit non toxique, qui va résister aussi bien à l'humidité et au flux sanguin et qui soit biodégradable. Alors, il n'y a pas que ces Hermel qui font du bioadhésif. Il y a plein d'autres organismes et puis il y en a qui vont même plus loin, qui vont faire un adhésif non adhérent, un peu comme la bardane. Hein. Si je reprends mon poulpe ou les échinodermes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever un oursin du récif, hein, ça accroche. Alors ça accroche pour deux choses, parce qu'il fabrique une colle et parce qu'il a ses ventouses très particulières, ces structures vont permettre cette adhésion-là, tout comme les cupules des tentacules du poulpe. Et du coup, l'animal va pouvoir adhérer au substrat ou sur un autre animal et se détacher très librement. Donc, faire un nouveau type de scratch. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le règne animal, et notamment quand on regarde le milieu marin, on a une quantité incroyable d'organismes qui font des bioadhésifs. Et ces bioadhésifs, qu'est-ce qu'ils ont comme propriété? Ils sont pratiquement tous hétérogènes. L'homme, quand il va faire un adhésif, c'est un adhésif homogène. Et là, c'est l'hétérogénéité qui va dominer. Et ils vont être constitués de plusieurs molécules, et chaque molécule va avoir une fonction bien définie qui va permettre soit de résister au fluide, soit de résister à l'air, soit de résister à la pression, soit d'adhérer sur un substrat vivant ou inerte. Et en plus, le plus, c'est que les animaux font ça à température et à pression ambiante, donc en termes énergétiques, quand vous faites ça, ça ne coûte rien, et que c'est biodégradable. Donc l'objectif de ces bioadhésifs dans le milieu industriel, c'est de reproduire les mêmes propriétés et dans un même contexte. Et on va voir que ça va avoir un enjeu majeur, aussi bien au niveau de l'industrie que la santé. Donc des applications médicales, vous voyez, il y en a énormément. Et puis au niveau industriel, ça va particulièrement être important dans l'industrie du bois, où on a beaucoup de contreplaqués. Et les adhésifs les rendent beaucoup plus résistants à l'humidité. Dans le secteur de la construction aussi, toutes les colles sont hyper importantes, ces colles synthétiques. Arriver à faire des colles dans un contexte tel que je vous l'ai dit, ça va être un gain en termes d'énergie et d'efficacité. Pareil pour l'industrie de l'emballage, grand consommateur d'adhésifs, et dans le secteur textile, etc. Il y a un petit exemple de ce qui se fait. Il y a une entreprise française qui s'appelle Tissium, qui s'est inspirée des crustacés, les balanes. Alors, si vous allez voir Tissium sur Internet, on va vous dire que ce sont des mollusques, les balanes. Non, ce sont bien des crustacés. Et cette société s'est inspirée de ces bioadhésifs et a conçu des polymères qui peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps, qui sont capables de suturer des plaies, de réparer des nerfs, et ça évite le recours aux sutures. Après ce petit tour d'horizon sur les bioadhésifs, on va regarder les biomatériaux. Là, le défi pour nous, dans notre transition, ça va être d'élaborer des matériaux, toujours dans un contexte d'environnement durable. Et il ne faut pas oublier de la raréfaction des matières premières. On entend parler de tout ce qui est métaux rares, on s'en sert beaucoup, mais il s'appelle rare, c'est pas pour rien. Et puis surtout, voir comment ces produits, une fois manufacturés, vont se dégrader. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est un animal qui est bien chez nous, c'est l'ormeau, la nacre. C'est un nacre. Comment est-elle conçue? Là encore, on est sur de l'hétérogénéité. Si on compare ça avec le bâtiment, c'est ni plus ni moins qu'une structure de maçonnerie où les briques, ça va être les plaquettes d'aragonite que vous voyez là, qui correspondent à 75% du volume, et puis le mortier entre ces plaques, ça va être une protéine, et cette protéine, elle va avoir comme propriété d'empêcher
la propagation des fractures. Ce qui fait que même si vous cassez un petit peu la nacre, eh bien votre animal, la coquille ne se casse pas complètement en deux. Et donc, les industriels ont essayé d'imiter cette structure et on voit qu'ils sont arrivés à quelque chose comme ça, donc on est encore loin de ce que peut faire le vivant, mais rien qu'avec cette imitation-là, eh bien cette nacre qui est obtenue a une rigidité 10 fois plus grande que celle d'une céramique classique. Un autre animal breton qu'on connaît bien, la patelle ou le chapeau chinois. Alors, lui, il a ce qu'on appelle une radula, c'est ses dents, qui sont c'est un biomatériau qui est très résistant, beaucoup plus résistant que la fibre de soie. Et là, les industriels travaillent dessus avec pour ambition de faire des matériaux high-tech qui soient plus résistants que le Kevlar. Alors, on n'en est pas encore dans le contexte d'environnement durable, on y arrivera. Tout ça pour fabriquer des coques de navires ou des fuselages d'avions qui soient plus solides et plus légers. Et qui dit plus léger dit moins de consommation. Donc indirectement, on revient un petit peu sur une empreinte carbone réduite. Un autre biomatériau qu'on trouve aussi abondamment, c'est le verre. Les organismes marins, pour un certain nombre d'entre eux, sont capables de faire du verre. On va trouver ça dans le plancton, les diatomées notamment, ont un squelette fait à base de silice. Et ça a permis à certains industriels de mettre au point ce qu'on appelle le procédé sol-gel, c'est-à-dire que c'est quelque chose de liquide, vous trempez votre verre dessus, ça va solidifier et ça va permettre de faire des revêtements anti-reflets et des films auto-nettoyants. Et par exemple, le Théâtre national de Pékin est conçu comme ça, avec ces procédés sol-gel. Et puis, il y a un autre animal marin qui est une éponge qui est mise là, qui, elle aussi, alors pour la majorité d'entre elles, ont un squelette siliceux. Donc, vous voyez, il y a des fibres siliceuses. Et alors, ces fibres, quand on regarde, on s'aperçoit qu'elles conduisent la lumière. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, les fibres qui conduisent la lumière ? Fibre optique. Et en plus, l'éponge, elle intègre du sodium, ce qui les rend beaucoup plus résistantes que nos fibres optiques. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fait ça à température ambiante, quoi. Nous, pour faire du verre, il nous faut des températures à plus de 1000 degrés. Alors, on n'en est pas encore à faire Si, pour le sol-gel, on le fait à température ambiante, mais pour faire de la fibre optique, on est encore loin de le faire à température ambiante. Et toujours est-il que, là aussi, il y a des industriels qui essayent de comprendre comment l'éponge construit ce squelette pour l'imiter et nous faire des fibres optiques plus résistantes, plus performantes et à température ambiante. Un autre matériau très fréquent chez les organismes marins, c'est tout ce qui est chitine. Et ce composé organique, il est bien supporté par les tissus biologiques. Et du coup, il va être exploité aussi bien en cosmétique qu'en complément alimentaire, que dans le traitement des brûlures ou bien pour les fils chirurgicaux. Et là encore, quand on fait le screening des organismes marins, on s'aperçoit qu'il y a une grande majorité de ces organismes qui fabriquent des biomatériaux. Alors, ces biomatériaux vont avoir des propriétés, là encore, on est dans l'hétérogénéité. Ces matériaux, ils sont composites, ils sont constitués en alternance d'une phase dure. Alors très souvent, c'est d'origine minérale ou cristalline, donc du carbonate de calcium, du chitosane, etc. Et d'une phase molle. On va avoir par exemple du carbonate amorphe. Et ces biomatériaux, là encore, ils sont biocompatibles, biodégradables, sont des bioactifs puissants et résistent à la rupture. Et on va pouvoir les transposer dans tout un panel d'applications. Donc, énormément, on l'a vu dans les domaines thérapeutiques, que ce soit de la chirurgie, de l'orthodontie, de l'ophtalmologie, de la neurologie, de la bioingénierie, et puis dans la cosmétique, et enfin dans l'industriel. Et c'est surtout beaucoup exploré dans les domaines où on va avoir des structures qui sont soumises à de fortes contraintes, comme le transport ou l'énergie nucléaire.
Alors là, je vous présente un cas un peu particulier, parce que pour le coup, je vous ai dit, on essaye d'éviter d'aller sur la ressource. Mais l'objectif, c'est de remplacer toutes les ressources issues des ressources pétrolières, et notamment le plastique, et le faire sans ajout d'éléments chimiques, et qu'il soit totalement assimilable en fin de vie. On a donc le nautilium, qui est un nouveau composé, qui se fait à partir de deux choses. D'un côté, des micro-organismes qui sont issus de nos fonds marins bretons, qui vont être des réacteurs de fermentation. Et puis, on va alimenter ces micro-organismes grâce aux coproduits de l'industrie agroalimentaire. Et cette réaction chimique va permettre de donner le nautilium, c'est ce que vous voyez là, qui a la capacité d'être injecté, thermoformé, compoudé, extrudé, donc les mêmes propriétés que le plastique, et qui va pouvoir servir dans de nombreux usages, avec un intérêt énorme, c'est que c'est biodégradable. Et ce nautilium, eh bien, il présente plein d'avantages. Il se fait en produit court, donc c'est une approche circulaire. On voit qu'il y a différentes sociétés qui ont formé ce consortium, et donc c'est quelque chose qui se fait dans un contexte d'environnement plutôt durable. Alors un autre en termes de transition écologique, un autre défi qui est important, c'est au niveau des énergies. Ça va être comment consommer moins, émettre moins d'émissions toxiques, et puis quelque part garder un certain confort. On est habitué à un confort. On regarde ce petit poisson là, c'est complètement contre-intuitif. Il est cubique, et globalement, ce poisson-coffre, il nage très très vite malgré sa forme. 6 fois la longueur de son corps chaque seconde. En plus, donc cette trapabilité, elle est due à cette forme cubique qui améliore les qualités aérodynamiques. Alors en général, on pense plutôt à des formes fuselées, le requin, des choses comme ça. Non, des fois c'est comme ça. Et un autre avantage, c'est qu'il est très très stable. Et qu'en plus, il est très efficace dans ses déplacements. Il est capable de se déplacer, de tourner très très vite, tout en gardant de la stabilité. Et donc, ça a inspiré un constructeur. Voilà, alors non seulement la forme, vous voyez, il n'a pas été mettre les petits points, ils n'ont pas osé, mais bon, il y a la couleur. Et globalement, on s'aperçoit que cette voiture, c'est une berline, donc elle est confortable, elle est très aérodynamique, et vous voyez qu'en termes de consommation, on est pas mal là, 43 litres au 100 et 2,8 litres à 90 km/h. Pas mal. En plus, elle consomme beaucoup moins d'oxyde d'azote que nos voitures, et elle en émet beaucoup moins. Alors vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas encore vu, parce que ça fait un moment qu'il existe ce prototype, on ne l'a pas encore vu en vente. Il y a plein de raisons. Déjà, il faut trouver les finances et tout ça, puis on a été dans le tout électrique. Là, jusqu'à présent, ça a été les voitures électriques. Donc, on n'allait pas mettre sur le marché une berline qui consomme de l'essence. Là, on est en train de revenir un peu sur l'électrique. Donc, je pense que ce prototype-là risque de revenir sur le devant de la scène. En termes d'énergie, on a tout ce qui est énergie marine. On a notamment une société Île Énergie qui s'est inspirée du mouvement ondulatoire, alors des anguilles ou des murènes, pour faire des hydroliennes. Donc c'est des hydroliennes qui ne fonctionnent que grâce à ce mouvement-là, et qui vont fournir de l'énergie. Et puis on a une autre société qui s'est intéressée à la forme des nageoires, là vous voyez, ces espèces de bosses, pour pouvoir faire, parce qu'ils se sont aperçus que ces bosses-là permettaient une meilleure efficacité. Ils s'en sont inspirés pour faire les pales d'une éolienne. Dans un autre domaine, minimiser la consommation d'énergie, c'est dans le bâtiment. Et typiquement, là, il y a un bâtiment qui a été fait à Londres, la Swiss Tower, qui, c'est un peu... Alors, là, il y a un gros débat à savoir si ça s'est vraiment inspiré de cette éponge ou pas. Quoi qu'il en soit, le concept, c'est d'avoir construit le bâtiment autour d'un noyau central qui va faire office de ventilation et puis qui va surtout permettre de capter la lumière. Dans les années 60-80, on faisait des tours entières où vous aviez des fenêtres sombres et voilà, l'énergie lumineuse,
on l'intégrait pas, maintenant on l'intègre. Et du coup, en prenant cette forme, le puits de lumière et puis ce puits central de ventilation, eh bien les besoins de chauffage et de refroidissement sont réduits. La lumière du soleil sert effectivement pour éclairer et vous voyez qu'on a une réduction de 40% de la consommation totale d'énergie. Une autre caractéristique qui est intéressante, c'est la bioluminescence. Beaucoup d'organismes marins sont capables de fabriquer de la lumière. C'est une lumière froide, donc c'est hyper intéressant. Et cette propriété-là, c'est intéressant pour l'éclairage de demain. Donc on a une société qui s'appelait Glowy, qui est malheureusement fermée, mais qui était partie, qui a développé un prototype de luminaire pour les villes avec des bactéries qui étaient capables d'émettre de la bioluminescence. Alors, la société a fermé, mais toutes les compétences et tous les brevets sont partis en Australie. Donc, on reviendra un jour là-dessus, mais ce sera plus français, ce sera australien. Après, il y a plein d'autres perspectives. Il y a les biocarburants, on en entend régulièrement parler avec les algues, ça revient sur le devant. Alors pendant un temps, on était techniquement, c'était pas capable de faire. Bon, ça revient régulièrement. Il y a tout ce qui est biofaçade. Alors là, on commence à aller un petit peu vers les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire qu'on va construire des bâtiments autonomes qui vont s'inspirer des écosystèmes pour aller jusqu'à des territoires autonomes. Qui seront capables de subvenir à leur énergie, de l'eau douce, moins consommée, recyclée. Globalement, on est à l'interface entre les solutions fondées sur la nature et la bio-inspiration. Alors maintenant, je voudrais vous montrer que nous, humains, quand on a une structure, en général, c'est pour une fonction. Et en plus, c'est faux ce que j'ai mis parce que j'ai marqué une structure, 2 fonctions. Eh bien non, c'est une structure, 3 fonctions. Si je reprends le requin et que je regarde sa peau, on voit qu'on a des denticules qui sont recourbés vers l'arrière et ça va faire que le requin est très silencieux quand il se déplace. Ça va aussi faire que ce requin, il va très vite. Et c'est grâce à ces structures qu'on appelle l'effet Riblet en aéronautique qui permet de faire ça. Et du coup, il y a eu des industriels qui ont essayé d'imiter cette structure-là. Donc vous voyez, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore, pour faire les combinaisons des nageurs olympiques. Et ça marche tellement bien que maintenant, quand il y a des compétitions, on n'a plus le droit de prendre ces combinaisons-là parce que ça donne vraiment un avantage énorme. Par contre, le concept a été repris pour les avions. Et enfin, ces denticules, elles limitent la fixation de tout ce qui est bactéries. Donc, vous voyez, 3 usages. Et du coup, il y a une entreprise américaine qui a imité ces structures-là et qui propose des cathéters ou des sondes trachéales avec ces structures-là. Ils en sont même à imaginer des poignées de porte pour éviter que, notamment dans les hôpitaux, les transmissions de pathogènes se fassent. Donc là, une structure, 3 fonctions. Après, je vais vous prendre un animal. Alors, vous allez dire encore, mais je travaille sur les échinodermes. Donc, je vous parle d'un groupe que je connais bien. Donc, j'ai marqué un animal qui ne manque pas de ressources ni de piquant. Parce que quand on voit un oursin, on ne peut pas s'imaginer tout ce qu'on peut en retirer. Si je retourne mon oursin, je vois que sa bouche, là, il y a des dents, une mâchoire, une structure très particulière, qu'on appelle d'ailleurs la lanterne d'Aristote, avec un fonctionnement très particulier. Eh bien, ça a inspiré un industriel qui a fait un appareil à biopsie avec ce mécanisme et il paraît qu'il est beaucoup plus efficace. Et on a des Américains qui ont travaillé sur des pinces à extraction pour pouvoir faire des pinces qu'on enverrait sur les planètes et extraire notamment du sédiment. Ces oursins, vous vous rappelez, dans les bioadhésifs, je vous avais montré ces petits éléments qu'on appelle des podiums. Donc, ils ont des podia qui sont rétractables. Eh bien, ça a inspiré des scientifiques pour proposer des robots qui sont notamment prévus pour aller explorer les fonds marins. Je vous ai dit que les fonds marins, ils étaient très, très peu explorés. Donc, on peut y envoyer des robots. Et il y en a d'autres qui ont exploré aussi un autre type de robot. Alors, ils cumulent le système des podia et le système des piquants.
En parlant de piquant, il y a une société qui s'appelle Seaboost qui s'est aperçue, alors bon, c'est pas vrai, les scientifiques le savaient déjà, que les piquants, notamment les oursins qui ont des piquants très longs, eh bien, servent d'abri à plein d'autres organismes. Et du coup, ils ont fait un module oursin, c'est un récif artificiel qu'ils mettent notamment dans les structures portuaires, et ça va favoriser l'installation de juvéniles, ça va les protéger, ça va... Alors, j'aime pas du tout le terme de restauration, on ne restaure jamais un écosystème qui a été abîmé, mais disons que ça va être des générateurs de biodiversité. Sur mon oursin, si je regarde son squelette, eh bien, il a un squelette très, très particulier. C'est une structure très simple. Si vous trouvez un jour même un fossile avec cette structure-là, vous pouvez dire que c'est un échinoderme. Et cette structure-là, eh bien, elle a inspiré des industriels pour faire des supercondensateurs hybrides qui sont beaucoup plus fonctionnels que ce qu'on a actuellement. Et puis, enfin, un petit clin d'œil à des collègues. Au niveau de la mode, eh bien, pour éviter le cocktail de produits chimiques des colorants, on a une collègue à Sorbonne Université qui travaille sur les pigments des piquants d'oursin et qui travaille en collaboration avec un artiste, il fait des tissus et il se sert de ces pigments-là pour colorer ces tissus. Du coup, on a des colorants où il n'y a pas d'addition de produits chimiques, ce qui fait qu'il n'y a pas de pollution derrière. Si je résume tout ce que je viens de vous dire, on a la biodiversité marine qui a beaucoup innové, qui globalement, en termes d'énergie, est plutôt parcimonieux, qui dégrade ses déchets, qui fait ça température ambiante, qui va utiliser des ressources courantes, etc. Donc, toutes ces caractéristiques-là, eh bien, inspirent, donc c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors, ce biomimétisme, je vous ai présenté, là, ça a l'air tout beau, tout bien, il y a encore pas mal de verrous. Parmi les verrous, il y a le coût financier. C'est-à-dire que vous changez, quand vous allez faire du verre à température, vous allez changer tout derrière la structure pour le faire. Il y a des fois où on a nos limites, nous aussi, on n'est pas capable de reproduire les procédés. Il y a la disponibilité des bioressources, etc., etc. Et puis il y a quelque chose aussi auquel on ne pense jamais, parce qu'on dit que ces produits-là, bio-inspirés, quand je vous ai parlé des bioadhésifs, ils sont dégradables, mais quand je vous parle du robot machin, là, pour le coup, il n'y a pas de dégradation. Donc il faut aussi penser, et c'est jamais inclus dans le cahier des charges, à la dégradation de ces produits bio-inspirés. La biodiversité marine, on l'a vu, elle a une grosse pression qui est le changement global. Et pourquoi je vous mets ça? Eh bien, pour moi, pourquoi je suis une militante du biomimétisme? Eh bien, ce biomimétisme, c'est une façon d'avoir un levier auprès des politiques, des industriels, des designers, pour la protéger, cette biodiversité. Alors, d'un côté, il faut faire attention, il ne faut pas du tout avoir une démarche utilitariste de la biodiversité, c'est pas ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est que grâce à cette approche-là, eh bien, on va sauvegarder le potentiel évolutif du vivant. Pourquoi? Alors, d'une part, parce qu'on va protéger, on ne va pas aller sur de la bioressource. Et puis, très souvent, quand un industriel est intéressé ou un designer par une des caractéristiques du vivant, il va revenir vers les scientifiques et globalement, nous, on va augmenter nos connaissances. Et si on augmente nos connaissances, eh bien, c'est Jules Verne qui disait, je crois, on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc, plus on va augmenter nos connaissances, plus on protégera. Donc, ce biomimétisme, ça va être un puissant levier, comme je voulais essayer de vous le démontrer, pour aborder, voire réussir les transitions écologiques. Et puis, ça, le dernier, là, ce que je vous ai mis, la reconnexion au vivant, c'est pour moi fondamental. Quand on a des industriels, des élèves designers, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va les mettre sur le terrain. C'est qu'ils vont avoir les pieds dans l'eau, ils vont regarder le vivant. Parce que si vous ne vous reconnectez pas au vivant, eh bien, vous ne pourrez jamais bien protégé. Vous serez toujours au-dessus. Il ne faut pas oublier que l'humain fait partie de ce grand écosystème et fait partie de ce vivant-là. Je terminerai en disant que imiter le vivant ne garantit pas une approche durable et qu'il faut faire attention qu'à l'ère de l'urgence environnementale,
Copier la nature sans chercher à s'y intégrer, bien c'est vain. Hein, on ne réussira pas nos transitions. Je vous remercie pour votre attention. Elle a de l'énergie. Hein. Je ne sais pas quelle bestiole. Hein. Attends, je vais, si vous avez quelques questions, on peut commencer. Ah. Il n'y a pas un risque de destruction de toute cette vie marine pour prélever les ressources? Non, justement, c'est ce qu'on ne veut pas. Le muséum s'est engagé dans cette voie-là pour justement éviter ça. Et les éponges, on en a beaucoup ramassé justement pour extraire tous ces produits et on les prélève. Hein. Oui, oui et non. Par exemple, je vais vous donner le cas de ce qu'on fait quand on fait des campagnes océanographiques. Alors maintenant, en plus, ça se fait pratiquement plus, mais il y a un moment, quand c'était l'IRD qui faisait beaucoup ça, quand on faisait des campagnes océanographiques, donc on met un coup de chalut, on ramène à bord plein d'organismes, et puis quand on avait des organismes de la même espèce en nombre suffisant, en général c'est en poids, c'est-à-dire 1 kilo, on l'envoyait aux collègues chimistes et qui faisaient le screening et pour voir l'activité. Et en fait, il suffisait d'avoir que 1 kilo de ces organismes-là qui étaient déjà ramassés. L'objectif après, c'est pas de retourner à l'espèce pour prendre les molécules, c'est d'arriver à synthétiser, c'est ce que je vous disais, les molécules, à la reproduire pour avoir la même activité. Par contre, quand vous avez cette approche-là, bon, moi je travaille beaucoup avec les designers, ça va les sensibiliser à ce vivant-là et à la fragilité, et c'est ça l'importance. C'est-à-dire que quand vous dites, ben voilà, si vous voulez continuer à être inspiré par tout ce qui se fait, ben, protégez le milieu. Après, vous avez aussi l'approche. On parlait des espèces exotiques. Alors souvent, quand on fait, alors il y a le coup de Franck Zahl qui, pour lui, pour ne pas puiser la ressource naturelle, va faire de l'aquaculture de ces vers. Après, vous pouvez utiliser les espèces invasives. Hein. Je pense à certaines algues ou à ça, pour pouvoir faire des choses, mais en aucun cas, c'est ce que je disais, c'est pas une démarche utilitariste de la biodiversité. En aucun cas, on va aller piller les fonds marins pour développer des nouveaux produits. Et j'allais dire, ce biomimétisme, ça va plus loin que de la production de nouveaux produits. C'est aussi changer nos façons de produire, nos façons de vivre en société. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi une façon d'aller vers un peu de la décroissance, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je défends quand j'interviens auprès des politiques et des industriels. Et on a une charte au muséum qui est très très précise par rapport à tout ça. Alors effectivement, pour compléter, dans les années 70, il y a eu beaucoup d'espèces marines qui ont été prélevées, mais ça ne se fait plus du tout maintenant. Si vous vous lancez une grande expédition voilà, au l'autre bout du monde, vous devez avoir des accords pour prélever dans le milieu. Ça se fait pas. Les autorisations. Il y avait toutes les autorisations, le protocole de Nagoya. On peut plus faire comme on faisait dans les années Cousteau ou même les années 80. C'est fini. Mais même quand tu as une campagne maintenant, alors on le fait de plus en plus, on associe beaucoup la vidéo. On va mettre de la vidéo sur des engins plongeants pour voir ce qui se passe sur le fond. D'abord parce qu'on a plein de choses, je vous ai montré les comportements et tout. Et puis surtout, ça vous permet... Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a des cas de figure où vous êtes allés, par exemple, nous au muséum, on a beaucoup travaillé au niveau de la Nouvelle-Calédonie. On a fait des prélèvements, entre guillemets, massifs. On est allé vérifier quand même, après des zones où on est allé pas mal prélever 10 ans après, c'était revenu. Mais des zones qu'on connaît assez bien. Quand vous mettez des vidéos et que vous avez un submersible qui a un bras qui permet de prélever, vous ne prélevez que l'organisme qui va vous intéresser parce qu'il est méconnu et vous évitez de tout prélever. Et puis après, vous avez les cas de figure où les zones sont complètement méconnues et la première approche, c'est effectivement de mettre une drague ou un coup de chalut. Mais, et c'était là, quand on faisait du screening, qu'on prenait les spécimens.
Voilà, comme le disait Nadia, pendant longtemps, on a cru que c'était l'holothurie ou l'acidie qui présentaient des molécules d'intérêt. Puis finalement, tu l'as bien dit, hein, c'est les bactéries qui vivent en symbiose avec la... Voilà, donc après, on est sur des micro-organismes. Donc là, on cultive. On cultive, mais après, c'est les micro-organismes, on est encore... Enfin, on découvre les micro-organismes. Donc, je grimpe là. J'étais maline. C'est vous? Ah non. Merci. C'était pour vous demander, c'est quoi votre parcours scolaire et un peu les études que vous avez fait pour arriver ici? Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis passée par l'université. Je suis un peu perdue maintenant. J'ai fait un cursus au lycée plutôt sciences nat. Je ne sais pas à quoi ça correspond maintenant, ça change tout le temps. Je suis rentrée à l'université, j'ai commencé par faire de la minéralogie. Puis après, j'ai viré à la géologie structurale. Et puis après, j'ai viré à la paléontologie. Et au moment de mon doctorat, je travaillais donc sur les fameux crinoïdes dont je vous parlais du Jurassique, donc c'était de la paléontologie. Et je me suis intéressée à me dire, mais pourquoi il y a une telle diversité des formes et tout? Et je suis allée voir ce qui se passait dans l'actuel. J'ai fait ce qu'on appelle la démarche actualiste. Donc je suis passée dans l'actuel pour voir comment se comportaient ces organismes. Et puis une fois que j'ai compris certaines choses, eh bien j'ai essayé de les transposer dans le fossile. Et notamment, j'ai pu mettre en évidence que, en fonction de la profondeur, on avait des convergences morphologiques de plein d'espèces. Et globalement, rien qu'avec la forme, on était capable de donner un créneau bathymétrique. Et j'ai pu comme ça donner la profondeur de certaines mers du Jurassique. Et ensuite, après mon doctorat, j'ai fait je me suis dit, deux cas de figure, soit j'arrive à faire de la recherche et je m'éclate, soit j'y arrive pas et je me prends un job où je gagne vachement bien ma vie et puis je m'éclate dans mes loisirs. Voilà. Donc après, tout de suite après mon doctorat, j'ai fait un 3e cycle en management et en communication. Et je suis passée par le privé, hein, j'ai fait du RH et tout, ça m'allait pas du tout. Je continue à publier et j'ai eu la chance de réussir un concours au muséum et de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je m'éclate dans mon boulot. Bon, on gagne pas trop bien sa vie, mais on a un boulot tellement extraordinaire que... D'autres questions? Je voudrais juste que vous nous parliez un petit peu du financement de ce biomimétisme, parce que je pense que ça doit nécessiter des fonds importants. Vous nous avez parlé d'une société qui avait fermé. Oui. Et donc, où vous trouvez les fonds? Et est-ce que vous pensez que c'est la synthétisation de ce bio que vous trouvez peut un jour réellement exister? Parce que ça doit coûter énormément d'argent. Oui. Alors déjà, moi, je ne trouve pas des fonds pour faire ça, parce que, vous l'aurez compris, je suis vraiment en amont. Moi, mon positionnement, c'est de faire comprendre la biodiversité, sa fragilité. Voilà. Et c'est de vraiment former tous ces industriels à ça. Après, je travaille beaucoup avec un designer, et effectivement, ça demande des fonds, mais on est quand même dans un moment de transition écologique. Je prends par exemple L'Oréal. L'Oréal est conscient que actuellement, la ressource eau est une ressource qui est de plus en plus rare et qu'il y a un moment, on ne pourra plus mettre de l'eau dans tous les produits cosmétiques. Donc, il faut trouver une autre solution. Et ils essayent de trouver cette solution-là dans le vivant. Donc, on va avoir des grosses sociétés qui vont avoir des secteurs de R&D importants et ils vont s'associer à des scientifiques, à des designers pour essayer de travailler. Par exemple, il y a Naval Group qui a carrément monté une structure en parallèle de Naval Group où ils sont plusieurs à proposer par exemple des drones. Ils ont fait des drones, des essaims de drones inspirés des bancs de poissons. Donc, ils ont les moyens de payer cette bio-inspiration et globalement, faire des drones, ça ne coûte pas plus cher parce qu'ils restent dans un contexte pas forcément d'environnement durable. Où ça devient compliqué, on a vu là pour la bioluminescence parce que c'est
il faut tout monter de A à Z. Donc ça demande déjà de comprendre le processus, de développer, on pose des brevets, monter pour faire les structures. Et effectivement, ces startups, c'est fragile. Elles font des levées de fonds, mais entre le moment où elles font leur levée de fonds et qu'elles sont capables de faire des prototypes ou des choses comme ça qui sont un peu fonctionnelles, il faut un peu plus de 10 ans. Donc il y en a beaucoup qui se cassent les reins. Franck Zal, là, on présente ça, mais il en a bavé pendant 15 ans. Il a résisté. Donc ça passe. Et puis ça va dépendre aussi du contexte économique. Et les pouvoirs politiques vous aident, enfin aident ces industriels ou pour aller dans ce sens? Ça dépend du moment. Non, mais c'est ça. Il y a 5 ou 6 ans, il y avait plein d'appels à projets où il y avait des aides. Là, voilà, les budgets étant très flous, actuellement, toutes les sociétés ont arrêté leur recherche en termes d'innovation biomimétique. Et puis, voilà, il y a des gens qui sont dans la salle et qui le savent. Il y a très peu d'appels à projets. Parce qu'il y a un petit risque. Il faut changer les mentalités, il faut changer la façon de faire. Et c'est un coût. Donc, des choses qui sont faciles quand on est juste à imiter du comportement d'organisme pour faire, voilà, c'est relativement pas facile et pas cher. Et quand vous êtes une grosse structure, c'est bon. Quand vous voulez changer complètement d'approche, eh bien là, c'est plus compliqué. Par exemple, le collègue là, qui a fait ce petit truc là pour boire, eh bien, il a été financé par des fonds. Il a aussi proposé, bon, il n'est pas là, Gillian, mais il a une bouilloire, par exemple. Ils ont proposé une bouilloire, c'est super ce qu'ils ont fait, parce que quand on fait bouillir de l'eau, c'est un peu bête, mais on met toujours trop d'eau, vous êtes obligé de faire chauffer plusieurs fois. Donc, ils ont conçu une bouilloire qui était économe en énergie, qui évitait le gaspillage d'eau et tout. Sauf qu'à partir du moment où ils l'ont conçue, et le moment où il faut la fabriquer et rentabiliser, la bouilloire, pour l'instant, elle revient à 1 000 €. Je connais personne qui va sortir 1 000 € pour une bouilloire. Donc voilà, on a un beau prototype et il faudra attendre un jour une société. Quand le problème de l'eau sera encore plus prégnant que maintenant, peut-être qu'on y viendra, cette bouilloire-là. C'est dommage parce qu'il faut attendre d'être adossé au mur pour changer. Évidemment, c'est toujours de l'autre côté. Il faut le passer. Bonsoir. Comment comprendre, passe-t-on d'une molécule qu'on vient de découvrir plus ou moins par hasard dans un organisme à un médicament, au sens large, sans passer par une multitude de tests de cobayes divers et variés? Non, on passe. Entre le moment où vous découvrez l'activité d'une molécule et vous passez un médicament, il y a entre 15 à 20 ans. Je vous ai fait un raccourci là. Alors, quelles sont les étapes intermédiaires simples Voilà, et en plus dans le marin, c'est d'autant plus compliqué. Vous savez, en plus, il y a plusieurs étapes. Je crois qu'il y a 4 étapes avant de pouvoir mettre le médicament sur le marché. Et en plus, dans le marin, c'est encore plus compliqué parce que dans le terrestre, quand on a des végétaux qui ont des molécules qui présentent ces molécules-là, la pharmacopée, pour que ce soit rentable plus vite, eh bien, va aller soit vers des ethnies humaines qui s'en servent déjà, du coup, ils squeezent toute une partie du parcours et ils n'ont pas besoin d'avoir des parce qu'après il faut que ça passe par la loi, c'est très compliqué, il y a toute une réglementation. Donc là, ils évitent tout ça et ça va très vite sur le marché. Ils passent aussi par les primates. Il y a beaucoup de primates qui se servent de plantes pour se soigner, donc ils passent par là et ça raccourcit les systèmes. Et en fait, ils vont s'intéresser aux molécules qui ont des propriétés qu'on ne trouve pas dans le terrestre. Et parce qu'ils savent qu'entre le moment où ils vont commencer à travailler dessus et qu'il va y avoir la mise sur le marché, vous avez entre 15 à 20 ans. Merci. Autre question. Pourquoi les molécules de synthèse à formule chimique équivalente sont-elles moins efficaces que leurs versions naturelles? Alors, sincèrement, je vais vous dire, moi, je ne sais pas. Je suis pas chimiste. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'on oublie encore une fois l'aspect vivant. Vous auriez bien... c'est ce que je vous ai dit et Nathalie l'a redit, c'est que cette activité-là, elle est due à des bio-organismes.
Et le fait de faire quelque chose de synthétique, eh bien, je pense qu'il y a un petit truc que les bio-organismes amènent dans l'activité qu'on peut pas transcrire. Et ça, la pharmacopée l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'elle s'intéresse à ces bio-organismes, à ces micro-organismes. Voilà. Après, je suis pas du tout chimiste, je peux pas vous dire pourquoi. Oui, parce que c'est qu'une formule chimique. En fin de compte, c'est bête. On va dire, voilà, la formule chimique est comme ça dans le vivant, on la transpose. Ben non, il y a aussi cette symbiose entre l'organisme hôte et le micro-organisme qui font que ça donne une activité qu'on peut pas reproduire. C'est ce que je mettais, les problèmes d'impossibilité de reproduire les processus. Moi, j'avais juste une question concernant les filtres dont vous parliez à partir des fanons de baleine. Non, non, pas à partir des fanons de baleine. Non, mais en inspiration, pardon. Est-ce que ça filtre vraiment les dépôts de terre et de plastique, par exemple? A priori, oui. Mais est-ce que, du coup, les bactéries sont filtrées aussi? Parce que, par exemple, les maladies qui peuvent se propager dans l'eau... Oui. Tout est filtré à 99%, je crois. Okay. Bah oui, parce que si c'était pas filtré... on aurait quand même des gros soucis en termes de mortalité, notamment mortalité infantile. Hein. Évidemment, voilà. Je monte et il me fait rire. Non, mais ça, c'est les étudiants de L3. On passe notre journée à cavaler. Oh, je blague, Antoine. Il cherche un stage, ce jeune homme. Voilà. Très volontaire. Bonsoir, déjà merci pour cette conférence, très intéressante. Et vous parliez d'infrastructures qui pouvaient un peu comme une symbiose, à une échelle beaucoup plus grande. Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui, jusqu'à quelle échelle il y a une symbiose entre guillemets? Oui, Alors pour l'instant, tout ce que je vous ai présenté, il y a beaucoup de choses qui sont qu'au niveau du projet. Pour plein de raisons. D'abord, c'est ce qu'on disait, financière, culturelle aussi. Les gens ne sont pas forcément prêts à changer. Et du coup, pour l'instant, c'est sous forme de projet. Les choses en biomimétisme qui sont le plus abouties, on va être beaucoup sur l'outil. Voilà, nouveaux procédés, voilà, biomatériaux, bioadhésifs. Voilà. Après, quand on va aller sur le bâtiment. Alors, on a quand même des amorces de biofaçade qui sont en train de se faire. Mais après, quand on veut aller sur du bâtiment biomimétique, c'est sur le papier. Des territoires biomimétiques, c'est sur le papier. Il y a certaines sociétés, alors j'ai eu une semaine à la station, donc on avait des collègues designers et tout, une société qui voulait changer l'organisation dans sa société, et donc on leur avait présenté le modèle récif corallien, en montrant justement toutes les interactions, les symbioses. Et pendant la semaine où ils étaient là, ils ont essayé de réfléchir à comment ils pouvaient transposer ça, non seulement dans la gouvernance de leur société, mais également dans la façon alors c'était une société qui travaillait dans le bois, de vivre au quotidien. Et alors c'est assez marrant parce que à la fin de cette semaine-là, ils sont arrivés sur un modèle qui rappelait beaucoup le modèle très paternaliste des usines d'avant, où vous aviez la société, l'école, la bibliothèque. En fait, tout était ça. Tout était comme ça. Bon, mais il y avait l'aspect un peu paternaliste parce qu'il y avait le patron. Et là, ils essayaient d'enlever cette approche paternaliste et d'être plus dans l'écosystème. Ils n'ont pas pu l'appliquer parce que ça s'est fait juste avant le Covid. Et donc, ils ont un peu souffert du Covid. Et ils ont mis ça de côté pour l'instant. Mais voilà, on a certaines sociétés qui essayent d'avancer dans ce sens-là. Merci. Et voilà. Je dis, non mais je vais faire mes 10 000 pas, hein. Bonjour. Comment est-ce que à partir d'une molécule qu'on découvre, on peut mettre en évidence un intérêt, par exemple anticancéreux.
Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas chimiste. Peut-être que Nathalie pourra mieux répondre que moi. C'est de la chimie, hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu veux répondre, Nathalie. Alors déjà, il y a eu des gros programmes qui ont été lancés dans différents pays du monde, notamment aux États-Unis, mais dans plein de pays où on s'est lancé justement dans le criblage d'activités biologiques à partir des organismes marins. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites autour de la Calédonie, ce que tu disais, parce que là, il y a dans ces endroits tropiques très chauds, il se trouve que les molécules, souvent, elles ont une activité plus élevée que au nord de Ouessant, hein, par exemple. Et donc, il y a eu des gros programmes comme ça de criblage d'activités biologiques. Et puis, on cherche davantage des anticancéreux que peut-être un anti-helminthique. Donc, tout ça, c'est des grands projets de recherche qui ont été lancés dans des très nombreux pays du monde. Et il y a des entreprises, j'en parlais aux étudiants de L3, par exemple, qui aux Canaries, PharmaMar, ils se sont vraiment axés sur éponges notamment et anticancéreux. C'est vraiment leur cheval de bataille. Et voilà, donc il se trouve que tous ces organismes-là, je le dis souvent en cours, hein, ils sont peu mobiles, soit ils sont fixés. Donc la seule façon de se défendre, hein, c'est la chimie. Voilà. Et donc s'ils sont, ils se défendent contre une bactérie, un virus, donc il y a des activités. Donc les chimies et substances naturelles, ils se sont emparés un peu de ces molécules-là. Donc, vous avez des labos qui sont vraiment... là, moi, j'ai fait mon doctorat. C'était vraiment les invertébrés marins et le modèle anticancéreux. Ils étaient sur un cancer bronchopulmonaire. Dans un autre labo, ça sera un autre modèle, peut-être antiviral. Il y a eu beaucoup de programmes comme ça qui ont été lancés. C'est vraiment de la chimie. Oui. Voilà, alors on cherche souvent les alcaloïdes parce que voilà, c'est une famille qui est très connue. Donc on trouve que ce qu'on cherche. Bon, si vous n'avez plus de questions, on peut retourner dans nos pénates. Hop. Ah, c'est Elsa. Merci pour votre conférence déjà. Je me posais la question par rapport à votre travail. Donc vous dites que vous travaillez avec des designers. Est-ce que c'est récurrent que du coup des designers, mais à plus large échelle des ingénieurs, fassent appel à des biologistes justement pour construire des projets, ou c'est quelque chose qui est plutôt inhabituel? Alors, je vais répondre, ça va être une réponse de Normand. Les designers qui sont passés dans les écoles où j'ai enseigné, non, il y a certaines écoles de design, notamment il y a l'INSKI à Paris, on a aussi l'école de design de Nantes et un peu les AB, qui dans leur cursus mettent beaucoup cette approche biomimétique en avant. Donc à partir du moment où vous êtes formé par cette approche-là, donc je sais que moi j'interviens beaucoup, on monte des projets, et bien après dans leur vie, ils l'ont intégré. Voilà. Donc, et après, il y a d'autres designers, il y en a qui ont une approche très naturaliste et donc qui viennent aussi. Après, il y a plein de designers qui sont pas du tout dans cette démarche-là. Et l'objectif, moi je sais qu'avec Guyliane, je parle beaucoup de Guyliane parce qu'on travaille beaucoup ensemble, on fait régulièrement des conférences aussi à des designers pour les sensibiliser à cette approche. Donc c'est quelque chose qui se développe. Après, il y a des organismes comme le CIBIOS qui va aussi aller promouvoir la bonne parole auprès des industriels qui vont aider à monter des projets. On va avoir des régions qui sont plus sensibles. La région Occitanie est une région qui est très dynamique et qui finance beaucoup toute cette approche-là, aussi bien de façon institutionnelle que par des appels à projets. Donc voilà, ça commence à prendre. La France était un petit peu en retard, mais l'Allemagne, par exemple, est très, très en avance. Mais l'Allemagne, à la différence de la France, l'aspect environnement durable, on protège la ressource, ils ne l'abordent pas du tout. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en France pour lequel on milite. Et du coup, on est en train de compenser un peu notre retard par ce biais-là.
Merci beaucoup. Bon, une petite dernière ou pas? Non, ben merci Nadia pour cette belle présentation. Merci à tous.